Alors vous avez entendu Young-in Choi, l'ONUCI va donc rester sur place pour participer à la réconciliation et le grand défi, eh bien, ce sera de faire cohabiter les vainqueurs et les vaincus. Alors pour parler de la réconciliation, je vous présente nos invités, Monsieur Ahmed Bakayoko qui est resté avec nous, merci, ministre de l'Intérieur, un proche d'Alassane Ouattara. Patrick Ngouan, bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes le président de la Convention de la société civile ivoirienne, qui est une structure indépendante qui est composée de plus d'une centaine d'ONG qui travaillent à la résolution du conflit. Vous nous en direz plus dans un instant. Et puis avec nous, Imam Cissé Djigiba, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le porte-parole du Conseil supérieur des imams. Et nous avions invité, c'est important de le préciser, des membres du clergé. Ils n'ont pas voulu participer à cette émission. Alors revenons, si vous le voulez bien, maintenant en arrière. Si l'on parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu des massacres, des exactions, des violences qui ont duré durant 5 mois. Je vous propose de retourner à Dwekwe, dans l'ouest du pays. L'ONU parle de crimes de guerre. Au moins 800 personnes auraient été tuées. Et ce sont les forces d'Alassane Ouattara qui sont pointées du doigt. C'est un reportage de Caroline Dumay. Des civils ont été exécutés, comme ce vieil homme ou ce pasteur dont la position laisse penser qu'il cherchait à se rendre. Les témoins sont formels, tous n'étaient pas des combattants. Et ce monsieur-là, il a été tué devant moi. Voilà, c'est un malade, il a été opéré. Je pense qu'il est sorti pour aller tout juste à côté de l'hôpital là. Il est sorti pour chercher de quoi manger. Bon, et là, il a été abattu devant moi. D'autres témoins nous racontent que les hommes en armes demandaient les cartes d'identité comme s'ils procédaient à un triage ethnique. À la recherche de miliciens pro-Gbagbo, les soldats ont spécialement éliminé les jeunes garçons guerrés. Dans les communautés aujourd'hui, des dizaines de personnes manquent toujours à l'appel. Les nouvelles autorités encouragent les populations à retourner dans les villages qu'elles estiment sécurisés. Le père Bertin a voulu voir de ses yeux ce qu'il reste de son village. Il est donc reparti sur Diaouin. À Diaouin, 20 personnes au moins sont mortes. Le chef du village a disparu. Les pépinières de cacao sont détruites et les 6 puits du village sont contaminés par les cadavres. Faute de pouvoir les vider, on en masque l'odeur. Tous les villageois racontent au père Bertin la même histoire. Ils sont venus les attaquer. Ils, c'étaient les soldats d'Alassane Ouattara, le nouveau président, mais aussi les étrangers, leurs étrangers. Les populations immigrées du Nord qui louent leurs champs depuis des décennies, ce qu'ils appellent les allogènes, qui sont de la même ethnie que les soldats, ils se sont joints au pillage. Entre autochtones et allogènes, les conflits fonciers ne datent pas d'hier. Mais les élections de novembre dernier n'ont fait qu'envenimer les choses. Les autochtones ont pris parti pour Laurent Gbagbo, les allogènes pour Alassane Ouattara. Les armes ont fait le reste. Mais nous avons remarqué quelque chose. On a trouvé que nos chaises, nos matériels se trouvent avec ceux qui sont avec nous au village. C'est-à-dire les Mossi, les allogènes. Et ils ont même fait barrage sur la route. Dites-vous quelque chose. Moi, je vous ai logé. On m'a chassé à fusil. Et mon retour, toi, tu es là, bien à l'aise. Moi, mes maisons sont brûlées. Mes cabris, tout et tout. Mes parents sont morts. Et toi, tu es là, en bonne santé. Rien. Ta maison n'est pas brûlée, ton poulet n'est pas perdu, ton sac de riz n'est pas perdu. Les images des pillages qui ont suivi l'attaque confirment ces témoignages. Les cadavres des uns étaient à peine enterrés que les biens étaient mis à disposition par les autres. Entre les autochtones et les allogènes, la bataille de Dwekwe a des relents de guerre civile. Les troupes des forces républicaines d'Alassane Ouattara sillonnent sans répit l'ouest du pays. Leur objectif désormais est de rassurer la population. Monsieur le ministre, comment faire pour rétablir la confiance? On voit que la population de Dwekwe a peur des FRCI parce que ces mêmes FRCI auraient commis des exactions. Écoutez, ce que je veux dire, que j'ai redit tout à l'heure sur le plateau, nous n'allons pas protéger des criminels. Nous n'allons pas accepter l'impunité. C'est vraiment une vision du pouvoir, de la gouvernance que nous allons établir. Maintenant, par rapport à ces faits, la situation à l'ouest est très complexe. Depuis très longtemps, cette zone est l'objet de crimes.
conflit intercommunautaire, avec la manipulation des cadres, la situation est très particulière. On connaît la marque des militaires des forces armées. On connaît la marque des Libériens, il y avait des mercenaires libériens. On connaît la marque de nos hommes. On sait ce qu'ils sont capables de faire, on sait ce qu'ils font. Ça fait longtemps qu'ils sont dans ces zones-là. On n'a jamais parlé d'exaction de cette façon. Donc, le procureur de la République, près du tribunal de Daloa, a ouvert une enquête. Le président de la République est très attentif au rapport qui lui sera fait et diligentera une enquête. Ce n'est pas très compliqué. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la traçabilité est réelle. On remonte les faits. On cherche les chefs d'unité qui étaient là à tel moment. On saura la vérité. Moi, j'ai des doutes sur tout ce qui est dit et je ne vais pas m'avancer. Mais dès que les éléments seront établis, nous allons, à la face du monde et à la face des Ivoiriens, faire que justice soit rendue et qu'il n'y ait pas d'impunité. Quand vous dites que vous avez des doutes sur la responsabilité de certains soldats des FRCI dans les exactions commises, est-ce que ça... J'ai des doutes sur les faits qui sont rapportés, ça et là. Donc, selon vous, il y a peut-être eu moins de victimes que ce qui a été dit? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce stade, vous écoutez une personne, on ne connaît pas sa position, elle dit des choses, elle affirme des choses sans preuve. Moi, je veux avoir des preuves. Je veux qu'une enquête rigoureuse soit faite et que chacun assume sa responsabilité face aux résultats de l'enquête. Et pas d'impunité pour les FRCI, vous nous le confirmez bien. Je vous assume. Et vous savez, les gens, justement, ont cru que le monde n'avait pas changé, qu'on pouvait continuer à cacher des choses aux gens. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, nous avons des informations, nous avons des photos, nous avons des enregistrements qui vont surprendre, qui montrent individuellement, qui pointent la responsabilité sur les gens qui ont commis des actes. Aujourd'hui, on parle également des 4 Français disparus. Nous sommes très avancés dans l'enquête. Nous avons une piste. Même aujourd'hui encore, les actions sont menées par nos hommes. Ils sont morts ou vivants, ces Français? Je ne peux pas apporter cette réponse parce que nous n'avons pas d'éléments qui puissent prouver leur état actuel. Mais nous avons une piste sur des gens, nous savons aujourd'hui, nous pourrons le dire, qu'après leur enlèvement, ils ont été à un moment donné au PC de la présidence de la République. Ces gens sont des responsables. Donc il y a une enquête qui est faite. Le responsable, on a retrouvé donc, des effets, on a retrouvé des liens. Donc nos enquêteurs sont en train d'interroger, ils vont interroger le général Douboblé qui avait la responsabilité de la garde présidentielle. Un de ses adjoints a été entendu. Donc nous allons avancer. Monsieur Bakayoko, de nombreuses promesses, de nombreux engagements. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Des rendez-vous dans un an. Dans un an pour regarder les résultats. Vous allez voir que dans 6 mois, en un an, en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus de raquettes. On se retrouvera dans un an voilà. En Côte d'Ivoire. Mille merci, Monsieur Bakayoko, d'être venu sur notre plateau. Vous êtes malheureusement obligé de nous quitter. Vous avez un emploi du temps chargé. Eugène Djoué va nous rejoindre dans un instant. C'est un proche de Laurent Gbagbo, membre du LMP, la coalition de Laurent Gbagbo, et qui est notamment l'un des fondateurs de la FESI, qui est un syndicat étudiant pro-Gbagbo accusé d'exaction. Alors, je vous propose, dans un instant, on va entendre le témoignage justement d'un membre de la FESI, un repenti. Mais avant cela, je voudrais vous donner la parole, Iman Cissé. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Comment est-ce qu'on peut pardonner après tant de douleur, après ces massacres, ces exactions? Merci. En fait, il y a un principe global. La religion a pour mission de promouvoir la paix, l'entente, l'amour et la fraternité entre tous les hommes. Et l'histoire de l'humanité est émaillée de guerres, de conflits et de mésententes. Nous avons la conviction qu'on ne peut pas s'arrêter à l'orée de cette crise et dire fatalement, de façon fataliste, c'est fait, nous ne pouvons rien. Nous avons donc cette conviction et surtout cet espoir, cette espérance qu'il y aura bien sûr ce dialogue, c'est de pouvoir s'écouter, que naît la faculté de se comprendre, comme Ferdinand de Saussure le disait. Et il y a également qu'après s'être écouté attentivement, qu'on aille à identifier les causes et les raisons de tel acte posé. Et que par la suite, ceux qui reconnaissent avoir posé un acte
de contribution à cette crise et à ce massacre que nous avons vécu, qu'ils aient aussi l'honnêteté, mais le courage surtout, de reconnaître leur part de contribution. Alors, et suite à cela, je crois que sincèrement, la réconciliation est un devoir, et par cette réconciliation, le pardon vient pour consacrer. Monsieur Cissé, vous dites la réconciliation est un devoir, mais est-ce que vous ne craignez pas que cette crise élargisse le fossé en Côte d'Ivoire entre les chrétiens et les catholiques et vous, les musulmans? Il y a des membres du clergé catholique qui ont clairement pris parti. Il y a des responsables musulmans qui ont clairement pris parti. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces deux familles religieuses peuvent se retrouver? Nous sommes obligés de nous retrouver. Et si vous dites que les uns et les autres, parmi le clergé, les leaders religieux qui ont pris parti ici ou là, c'est peut-être vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, pas entièrement, parce que ce n'est pas une majorité, ni du côté des musulmans. Nous avons posé un acte très significatif. Lorsqu'il y a eu une grenade lancée dans une mosquée à Bassam, nous sommes montés au créneau que les politiciens veulent changer ou, disons, basculer le sens de cette guerre ou ce conflit pour nous entraîner sur un terrain religieux. Ce qui n'est pas... Là, ce serait à en ajouter à la gravité de la situation. Nous avons passé un message à tous les musulmans et à toutes les musulmanes, jeunes comme vieux ou adultes, pour leur dire: ne réagissez pas. Nous avons eu pas moins de 15 imams assassinés par balle. Et nous avons dit: nous souffrons dans notre âme, dans nos cœurs. Cependant, l'avenir du pays est plus important que cette gravité, c'est même gravissime, mais que nous devons avoir le temps de respecter les lieux de culte des chrétiens, de ne pas toucher à un religieux. Mais par contre, nous n'avons pas, et vous avez raison, nous n'avons pas vu le feedback de beaucoup de nos collègues des autres confessions religieuses qui manifestement devaient prononcer un acte fort pour dire: nous condamnons le maître des imams et d'être de clergé musulman. Bon, ce sont des situations que nous avons connues, mais il n'en demeure pas moins que nous avons la volonté, et cela depuis la haute hiérarchie de la communauté musulmane, qui nous dicte et qui nous enseigne que nous devons aller de l'avant. Les portes du dialogue sont ouvertes, aussi bien dans nos livres saints que par le comportement du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous suivons, de tendre la main à nos frères, de nous asseoir à la même table, quitte à nous critiquer et dire ce qui... demander qu'est-ce qui ne va pas. À la table de la commission dialogue, vérité et réconciliation, par exemple, ça peut être le lieu où les chrétiens et les musulmans vont se retrouver? Ça peut être le lieu, ça peut se faire en amont, mais c'est une nécessité qu'on se le dise, franchement, parce que voulez-vous... On va en parler, monsieur Cissé. On va en parler de cette commission Vérité et Réconciliation. Nous a rejoint sur ce plateau Eugène Duet. Merci d'être avec nous. Vous êtes un proche de Laurent Gbagbo. Vous êtes membre du LMP, la coalition de Laurent Gbagbo. Vous êtes l'un des fondateurs de la FESI. La FESI qui est ce syndicat étudiant pro-Gbagbo qui est accusé d'exaction, de violence. Vous-même, vous êtes sous sanction onusienne, je crois, oui. Et vous n'avez pas le droit de quitter aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Alors tout d'abord, est-ce que vous avez combattu, vous? Ah non, pas du tout. Je n'ai pas combattu. Et je ne voyais pas, moi, à cette époque, la lutte comme cela. Je ne voyais pas, à ce moment-là, la crise comme un combat militaire, un combat armé. Et donc, je n'ai pas pris part au combat.
Mais la FECI est quand même accusée d'exaction. Oui, je ne suis pas le secrétaire général de la FECI. Vous êtes l'un des membres fondateurs. Oui, j'ai participé à sa création le 21 avril 1990. À cette époque, c'était un syndicat estudiantin. Nous avons créé la FECI pour combler le vide que venait de créer, n'est-ce pas, la dissolution du BESI et aussi pour respecter le pluralisme. Vous étiez dans le camp de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à la réconciliation? Oui, je suis prêt, plus que prêt. Nous en avons posé quelques pas. Vous avez pu observer que le 13 avril, 2 jours après l'arrestation du président Gbagbo, j'ai dû lancer un appel général à tous les membres du LMP pour leur demander d'arrêter les hostilités. Mais est-ce qu'il ne fallait pas le faire avant? Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, justement? Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? 2 jours après l'arrestation de Laurent Gbagbo. Je pense que c'est là qu'il fallait lancer cet appel. Oui, mais parce que... Parce que la bataille était perdue? Vous voyez, quand on raisonne comme ça, on n'est jamais sage. Parce que si vous voulez dire que c'est parce que la bataille est perdue et qu'il faille continuer, c'est-à-dire que les massacres vont continuer, c'est-à-dire que les destructions vont commencer, il faut savoir arrêter en toutes choses. Il faut savoir s'arrêter quelque part. Et j'ai pensé qu'il était temps de s'arrêter. J'ai demandé à tous les autres d'arrêter, et principalement à Yopougon, où il y avait encore quelques poches de résistance. J'ai dit d'abord d'arrêter en appel, et j'ai pris contact avec ces jeunes de Yopougon, et de concert avec les responsables FRC, les commandants, nous sommes rentrés en contact avec ces jeunes, nous avons travaillé pour que les choses soient limitées à Yopougon. Alors, on va écouter dans un instant le témoignage d'un jeune de la FECI, un repenti. Vous réagirez évidemment à ce témoignage. Patrick Ngou, on ne vous a pas donné encore la parole. On a vu ces exactions à Douékoué qui auraient été commises par les FRCI, mais des exactions, il n'y en a eu pas qu'à Douékoué, il y en a eu également à Abidjan, commises par les forces de Laurent Gbagbo. On voit aujourd'hui un pays qui est fracturé. Comment est-ce que c'est possible de se réconcilier après toutes ces violences? Est-ce que c'est déjà possible selon vous? C'est possible. Je voudrais répondre sur votre première question posée à l'imam. Vous voyez, il y a des religieux qui ont pris parti pour un camp ou un autre. Mais à ma connaissance, je parle en tant que coordonnateur de la Convention de la société civile, au sein de laquelle il y a des associations qui nous ont fait l'honneur de faire partie. Le Conseil supérieur des imams, le Conseil national islamique, la Commission justice de l'Église catholique, ils sont tous représentés dans la Convention. Je n'ai jamais vu une institution religieuse prendre parti pour un camp ou un autre. Ni la conférence épiscopale, ni le COSIM, ni le CNI, ni les autres, la Fédération évangélique n'ont pris parti pour un camp. Qu'un imam ou un pasteur ou un évêque prennent de manière individuelle position, ça n'engage pas, à ma connaissance, son institution. Donc je ne voudrais pas qu'à chaque fois qu'on dise que les religieux ont pris parti pour un camp ou un autre. Je m'inscris en faux, je passe sous le contrôle de l'imam qui est à côté de moi. Aucune institution religieuse n'a pris parti. Et ils ont fait leur travail en tant que rassembleurs. Et nous avons vu tout l'effort qu'a fait les responsables religieux musulmans qui ont demandé officiellement à leurs fidèles de ne pas réagir à la provocation qui consistait à créer un conflit interreligieux. Et j'étais en France, j'ai pu faire un rapport à la communauté catholique de France. Et vous avez vu une déclaration de toutes les ONG catholiques de France, ACAT, Secours catholique, CCFD, bien d'autres, qui ont signé une déclaration condamnant les attaques des mosquées et demandant que la communauté catholique de France se mobilise pour dénoncer cette situation. Donc, je voudrais fermer cette parenthèse. Deuxième chose, c'est la question de... la réconciliation. La réconciliation, c'est qu'on vient de voir à la télévision à Douékoué. Je pense que si on veut aller à la réconciliation, il faut que les faits soient basés sur la vérité. C'est pour cela qu'il faut une commission d'enquête. Tant que les enquêtes n'ont pas abouti, moi, en tant que militant des droits de l'homme, j'attends. Mais des enquêtes indépendantes. Nous insistons bien sur ce mot. Que ce soit à Abidjan, à Douékoué ou ailleurs, nous voulons qu'on puisse aller au bout des enquêtes avant de rechercher les auteurs. Mais qu'a priori, on ne dise pas c'est un tel camp qui a tué, un tel camp qui a tué. Allons au bout des enquêtes, mais une enquête indépendante et crédible. Donc, problème d'indépendance. Mais est-ce que vous êtes prêt à participer à ces commissions d'enquête, la société civile? Bien entendu, oui. Vous voyez, dans 2 semaines, nous allons faire un séminaire spécial
sur la question de la réconciliation. Au sein de la Convention de la société civile ivoirienne, nous avons des experts. Dans ce pays, la classe politique n'a jamais voulu prendre en compte l'expertise de la société civile. Où on est arrivé là, c'est l'entière responsabilité de la classe politique. Nous leur avons dit que nous avons l'expertise en matière électorale. On a été mis à côté, carrément. Voilà où nous ont conduit les institutions que les politiciens ont mis en place. Aujourd'hui, nous lançons un appel pour dire qu'en matière de réconciliation, la commission Vérité, Justice et Réconciliation, nous avons des experts qui sont capables de faire une approche transversale de ce qui s'est passé en Europe. Je parle de l'Europe de l'Est, en Yougoslavie et autres. Je parle de l'Afrique australe, Afrique du Sud, Burundi, Rwanda. Nous avons des experts qui sont capables de nous permettre de proposer des thèmes de référence de la commission indépendante, non pas la commission gouvernementale, commission indépendante, vérité, repentance, justice et réconciliation. Donc, nous avons les moyens de proposer des experts et pourquoi faire une enquête indépendante. Alors justement, M. Ngouan, puisque vous insistez sur l'indépendance de ces enquêtes, qu'est-ce que vous pensez des enquêtes qui vont être lancées, certaines ont même commencé, des Nations Unies? Ce n'est pas une garantie d'indépendance pour vous? Oui, ça peut être une garantie d'indépendance, mais le fait, la deuxième condition après l'indépendance, c'est la confiance. C'est les deux éléments pour que les enquêtes puissent arriver à être efficaces. Et vous n'avez pas confiance, pour rebondir sur ce que disait Jean-Karim, vous n'avez pas confiance? J'ai confiance, mais il faut que tous les Ivoiriens, je parle de toutes les parties prenantes, aient confiance dans cette structure-là. Donc, si vous pouvez faire un travail objectif, si les gens qui sont concernés n'ont pas confiance, ça pose problème. Vous voyez, quand Gbagbo a récusé Blaise Compaoré dans le panel des chefs d'État africains, quand j'ai soutenu Gbagbo pour dire que, à mon avis, si Gbagbo récuse Blaise Compaoré, que l'Union africaine remplace Blaise Compaoré, on va traiter de tous les noms en Côte d'Ivoire ici. Je parle dans le côté du RHDP. Quand Alassane Ouattara a récusé le ministre capverdien délégué par l'Union africaine, j'ai dit, mais il a raison. L'Union africaine ne peut pas choisir quelqu'un pour venir régler un problème si une des parties n'approuve pas cette personne. C'est la moindre des choses. Donc, je voudrais que... Mais je ne doute pas de la bonne foi de Blaise Compaoré ni de ministre capverdien. Mais je veux que quand même les gens sont compétents et qui sont de bonne foi, que les parties concernées aient confiance. Vous doutez de la bonne foi des Nations Unies dans ces enquêtes? Donc, les Nations Unies, je ne doute pas du tout de leur bonne foi. Je fais partie des gens qui ont demandé que même après les élections, on puisse prolonger le mandat des Nations Unies. Vous pouvez demander aux gens des Nations Unies, ils vont vous confirmer ce que j'ai dit. Ça veut dire que je confirme aux Nations Unies. Mais il faut que toutes les parties aient aussi confiance pour que le travail des Nations Unies puisse aboutir à... On va parler de cette commission Dialogue, Vérité et Réconciliation tout à l'heure. Mais je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de cet ancien membre de la FESI, ce syndicat donc étudiant pro-Gbagbo, accusé, je vous le disais, de pratiques violentes, d'exactions. Témoignage recueilli, pardonnez-moi, par notre confrère de TV5 Monde, Rémi Vincent. Donc on craint pour notre vie. Tout à l'heure, si on sait que je suis là, on peut venir m'attraper. Si je voulais que quelqu'un dise voilà, puis on vient. Donc on a peur, beaucoup peur. Nous, FESI, je ne suis pas patron, je suis FESI. Et on a commis des fautes graves. Donc, quelle faute? Vous parliez de faute, quelle faute par exemple? La FESI, on a tué. On a tué, on a frappé des gens. Donc nous demandons pardon pour que nous sommes tous des Ivoiriens. Nous devons aller à la réconciliation, ce qu'a demandé le président Alassane. Il a si bien demandé pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que notre chef. Eugène Djoué, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un repenti, tout comme cet homme qu'on vient d'entendre qui a témoigné? Ah non, surtout pas me comparer à un élément de la FESI qui se répand aujourd'hui. Moi, je suis un Ivoirien qui aime la Côte d'Ivoire et qui vient de se rendre compte au bout de 10 ans de crise que nous sommes allés trop loin. Il faut que les gens comprennent cette expression parce que quand on le dit deux fois, d'autres veulent se retirer, mais nous sommes allés trop loin. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes dans ce pays et nous avons pu, par nos contradictions que nous n'avons pas pu gérer, soit par omission, soit par le silence, soit par des actes, a conduit notre pays dans un état très très grave. Un état où nous avons frôlé le pire. L'Ivoirien, le patriote que je suis, à un moment donné s'arrête, regarde derrière et regarde surtout là où on est arrivé et ce qu'on a failli devenir. Et dit bon sang,
il ne faut plus qu'on avance. Il faut s'arrêter, il faut refaire les choses, il faut désormais prendre toutes les dispositions pour éviter qu'on avance parce qu'on est déjà trop allé loin. Voilà l'Ivoirien que je suis, qu'il faut comprendre et qui est engagé désormais à faire tout ce qu'il faut pour que non seulement on sorte de cette situation, mais que plus jamais ça ne se reproduise. Alors quand vous regardez en arrière, Jeanne Djoué, quelles sont les erreurs que vous avez commises? Bon, là, le plateau sera très juste pour le faire. Je pense que la commission d'enquête, dans le cadre de la réconciliation nationale, permettrait à chacun, n'est-ce pas, de venir donc, regarder, faire son autocritique, rentrer en lui-même, en mea culpa et regarder réellement ce qu'il a fait. Moi, voilà 10 ans que je suis acteur, 20 ans, depuis 1990, où nous avons créé la FECI, que je suis sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. Je pense que je n'ai pas fait que des actes positifs pour faire avancer la Côte d'Ivoire, ça c'est certain. Quelles sont vos erreurs justement? Non, je vous dis que le plateau sera peut-être très juste pour qu'on les énumère, mais je crois que certainement que je n'ai pas fait tout ce qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas là où elle est aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vos amis aujourd'hui de la FECI ou les ex de la FECI sont aussi dans cette logique d'autocritique? Est-ce qu'eux aussi commencent à se dire mais pourquoi a-t-on fait ça? Oui, mais je crois, sincèrement, j'ai entendu ce jeune qui, pour moi, n'est pas un simple repenti. D'ailleurs, son témoignage ne me donne pas la réponse à ma question. Parce que moi, la question que je suis en train de me poser aujourd'hui, comment on a pu en arriver là? Comment les Ivoiriens que nous connaissons, qui ont peur du sang, qui n'aiment pas se bagarrer, qui tolèrent tout, qui acceptent tout, comment on a pu aujourd'hui en arriver à brûler des autres, à tuer et comme ça sans se gêner? Moi, c'est cette question que je me pose. Et je crois que si l'élément de la FECI m'avait donné cette réponse, ce serait intéressant. Mais je crois aujourd'hui que tout Ivoirien est dans cet état d'esprit. C'est-à-dire celui de savoir réellement qu'est-ce qui a pu nous arriver et de chercher à faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais chez nous. Et donc, cela me donne espoir dans la réconciliation. Patrick Ngouan, que vont devenir ces repentis? Que vont devenir ces repentis? Je pense qu'il y a un qui a eu l'honnêteté de se repentir devant la commission qui va être mise en place, que je souhaite indépendante. Eh bien, j'aurais voulu que beaucoup d'Ivoiriens aussi reconnaissent leurs actes, du plus haut sommet de l'État jusqu'au plus bas sommet de l'échelle. Alors, une fois que les uns les autres seront repentis, eh bien, on va apprécier ensemble comment apprécier les cas individuellement bien collectifs pour voir comment peut-être les insérer dans la vie sociale. Voilà, je pense qu'il va y avoir des mécanismes d'insertion. Parce que parmi ceux qui ont commis des actes, il y a des cadres, il y a des ouvriers, il y a des paysans, il y a des gens de toutes conditions. On verra ensemble comment, politiquement, mais également sociologiquement, insérer les uns les autres dans le tissu social et dans le tissu économique. Parce que c'est le manque d'insertion aussi qui est l'une des explications de ce qui est arrivé. Donc je pense que ça pourrait être une des voies dans le cadre d'un processus consensuel de réconciliation, justice et vérité et repentance. Patrick Ngouan, est-ce que la société civile n'a pas aussi une part de responsabilité? Ça fait 20 ans que la Côte d'Ivoire s'est installée dans la violence. Est-ce que vous estimez que vous avez tiré la sonnette d'alarme assez tôt? Est-ce que, en clair, pendant une période, vous n'avez pas observé un petit peu cette dérive d'une partie de la jeunesse? Oui, il faut reconnaître que la société civile s'est laissée parfois manipuler par les hommes politiques. Vous avez des syndicats qui jusqu'à aujourd'hui sont aux ordres des partis politiques. Vous avez quelques religieux, quelques intellectuels, surtout dans le milieu intellectuel, qui ont parfois défendu l'indéfendable. Donc nous sommes arrivés là. Et ceux-là font partie de la société civile. La presse fait partie de la société civile. Donc tous ceux-là, il y en a qui ont participé, qui ont une part de responsabilité. Tout le monde est responsable? Mais tout le monde est responsable, mais tout le monde n'est pas responsable au même degré. Deuxièmement, la société civile a commencé à tirer sur la sonnette d'alarme. Depuis quand la guerre a commencé, en septembre 2002, 3 jours après, j'étais secrétaire général de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, nous avons dit, étant donné que le gouvernement n'a pas pu mater la rébellion, il va falloir s'asseoir pour discuter avec la rébellion. On nous a traités de tous les noms, comme si nous étions les complices de la rébellion. Mais après le Marcoussis, on a montré que
ne pouvons pas éliminer la rébellion. Il fallait discuter avec la rébellion. Et les accords de Marcoussis, la société civile a fait un ensemble de critiques et fait des propositions. Depuis Marcoussis, tous les accords de paix qui ont été signés, ça a été des accords qui ressemblent plus à des deals, à des arrangements, qu'à des processus rationnels qui sont passés entre 4 leaders à l'insu du peuple de Côte d'Ivoire. Et quand il signe des accords qui viennent, chacun dénonce les accords. Donc, c'est interprète autrement les accords qu'il a signés. C'est pourquoi la société civile, à chaque fois, fait des propositions alternatives. On ne nous a jamais écoutés. Nous avons, par exemple, dit que cette commission électorale indépendante qu'elle est composée va nous conduire dans l'impasse. On ne nous a pas écoutés. Nous avons fait un ensemble de propositions sur la formation du gouvernement, sur les attributions du gouvernement de transition. Nous avons fait beaucoup de propositions, on ne nous a jamais écoutés. Sur le processus électoral, à chaque fois, nous avons fait des propositions sur le recensement, l'identification, les cas d'électeurs. On a fait beaucoup de propositions. Personne ne peut dire en Côte d'Ivoire que la société civile ivoirienne s'est tue durant ces 10 dernières années. On a été très souvent, les 3 quarts du temps, censurés dans les médias d'État. Dans les médias, on a été souvent censurés. Quand on fait des études, on fait des rapports, on fait des propositions, on a été souvent censurés. Imam Cissé, vous avez entendu avec nous le reportage de ce repenti, de cet ancien jeune de la FESI. Qu'est-ce que vous, en tant qu'autorité religieuse, quel est votre message à l'adresse de ces jeunes qui ont commis des exactions et qui aujourd'hui se repentent? En réalité, c'est regrettable qu'au sein de l'université, on ait vu ces 20 dernières années se développer d'année en année toute une série de violences. Nous sommes tous témoins. J'ai été à l'université mandaté par le Conseil supérieur des imams pour la réconciliation entre des fractions du même syndicat des étudiants. Et nous avons fait le rapport pour dire que cela ne ressemble plus à un syndicat de défense ou de revendications pour un bien-être à l'université, mais ça devenait tout autre chose. Ça n'a pas été écouté. Et il y a qu'aujourd'hui qu'il passe à l'aveu de reconnaître, c'est lui seul, mais est-ce qu'il représente la totalité des étudiants membres de ce syndicat? Ça m'étonnerait fort bien. Bien, du point de vue religieux, celui qui avoue avoir posé des actes ignobles ou des actes illicites et qui reconnaît, qui prend l'engagement de ne plus récidiver, mais il faut lui accorder le pardon et l'aider à sortir de cette situation qui en fait n'est plus là au niveau de l'acte qu'il a posé, mais au niveau psychique et psychologique. Il est habité par une situation dont il faut le délivrer. Si c'est son cas, ça doit être traité comme ça, mais ça doit être également traité de cette manière pour tous ceux qui vont avouer avoir participé d'une manière ou d'une autre à cette série de massacres. Une commission dialogue, vérité et réconciliation a été créée, une commission qui est dirigée par l'ancien Premier ministre Charles Konan-Banny, une commission qui veut prendre exemple sur le modèle sud-africain. Il faut savoir que Charles Konan-Banny a rencontré début mai l'archevêque sud-africain Desmond Tutu qui avait présidé à l'époque cette commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud.